aussi Wajid Sbehi, qui est président exécutif de Tijara 2020, qui regroupe les principaux distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités, à l'instar de l'agroalimentaire, les produits d'hygiène, les produits d'entretien, les télécommunications, la minoterie, etc., qui est un des grands experts du secteur de distribution. Et donc, merci à tous les participants et aux panélistes d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Je vais commencer directement avec Si Wajid Sbehi. Quel est l'impact en fait de la pandémie sur le secteur du commerce? Comment vous l'avez observé en tant qu'association professionnelle? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation aujourd'hui et surtout de me permettre d'être autour de ce webinaire en la compagnie d'experts de premier ordre, c'est Boukhres ou c'est Khatib ou c'est Al-Harch. Merci encore une fois pour votre invitation et pour cette contribution sur le sujet qui nous touche au quotidien, notamment quels sont les différents leviers ou quelles sont les différentes réflexions stratégiques à mener pour relancer donc la consommation à travers les différents leviers qu'on passera en revue au fur et à mesure du webinaire. Et il m'échoit ce plaisir de représenter Tijara 2020 qui, pour quelques mots, avec votre accord, est une fédération qui a été créée donc, il y a quelques années, en 2016 précisément, par des opérateurs de distribution afin de mettre en commun les différentes problématiques liées donc à l'importation et la distribution et le monde, tout le monde qu'il y a autour donc, de ces deux éléments de la chaîne de valeur, dont notamment la distribution, bien entendu, les problématiques du commerce moderne, les problématiques liées au commerce de proximité, le commerce conventionnel et bien entendu les nouveaux canaux de distribution qui se sont confortablement instaurés durant la période du Covid, dont notamment le e-commerce qui devient un levier de distribution et un nouveau canal de distribution. Tijara donc, a été donc, créé en vue d'être un partenaire permanent avec les différentes institutions qui entourent donc ce micro-environnement dans lequel nous évoluons et que par conséquent donc est une mission particulière d'être un pont entre le public et le privé et inversement à la fois à travers le partage d'expériences respectives et les contributions sur les différents leviers pouvant accompagner le développement de nos secteurs respectifs. Alors pour répondre à votre question, il y a un point de base, mais permettez-moi d'y revenir il y a une année, malheureusement, c'est que le Covid a pris tout le monde de court durant donc cette période-là. Et durant donc cette période assez interrogative du mois de mars 2020, nous avons tous subi durant cette année, me semble-t-il, 3 phases qu'on peut décomposer. La première phase était une phase de découverte. Nous avons tous découvert la problématique de cette pandémie, ainsi que les différents impacts qu'elle puisse avoir à la fois sur la partie macroéconomique, microéconomique et surtout comportementale. La deuxième phase a été une phase de compréhension pour essayer donc de cerner d'une manière cartésienne quels seraient les points ou les éléments qui peuvent être mesurables par rapport à cette première phase de découverte. Et bien entendu, la troisième phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la phase de continuité. Nous avons fait en sorte que nos différentes vies professionnelles et personnelles soient dans un processus de continuité, tout en tenant compte, bien entendu, de ces prérequis de la découverte et les prérequis de la consommation, de la compréhension, pardon. Mais durant toute cette période, nous avons tous fait valoir 2 nouvelles valeurs qui sont assez intéressantes. C'est la valeur de l'agilité et la valeur de la résilience. Et ce sont ces 2 valeurs qui ont permis à tout un chacun d'entre nous et dans les différents secteurs respectifs que nous représentons de traverser cette double période de découverte et de compréhension. Qu'est-ce qu'on en sort? Qu'est-ce qu'on en sort pour à la fois le secteur de la distribution et pour le secteur, je dirais, public ou macro? Pour la distribution, nous sortons déjà d'un principe que nous sommes arrivés à un stade où il faut sortir de l'orthodoxie standard de la distribution. Nous avons aujourd'hui 3 ou 4 canaux majeurs de distribution, le conventionnel que nous connaissons tous, le commerce moderne, bien entendu, et un nouveau canal qui s'est mis en place, qui est donc le canal du e-commerce. Donc déjà, durant cette période-là, le premier enseignement qui donc a été soutenu est de sortir donc de l'orthodoxie de la distribution d'une manière globale. Le deuxième enseignement que nous avons tiré
c'est bien entendu de mettre en place ou de réfléchir à une ingénierie globale de la chaîne de valeur de la distribution, qu'il s'agisse de la chaîne de valeur portant du process importation jusqu'au process du cash collection ou de la collecte de nos créances. Et enfin, en troisième lieu, c'est bien entendu une réflexion stratégique sur le développement des nouveaux métiers qui se sont mis en place, tout en tenant compte, bien entendu, de la granularité des spécifications, qu'il s'agisse de la partie commerce de distribution ou le commerce conventionnel, pardon, ou le commerce moderne, ou bien entendu les nouveaux canaux. Mais tout cela, en dehors de la partie de la variante de l'agilité et de la résilience, qui sont les deux vecteurs majeurs, doivent être mis en place tout en accompagnant un processus de transformation, mais sans pour autant être ni sur un processus de rupture, ni sur un processus d'exclusion. Donc voilà un peu les grands axes sur lesquels donc, nous sommes partis d'une manière extrêmement générale. Et bien entendu, durant tout le débat, on pourrait descendre un peu plus dans le détail sur les mesures liées au commerce conventionnel, les mesures ou l'accompagnement sur le commerce moderne et bien entendu les mesures qui ont été prises par rapport au nouveau canal de distribution qui est le e-commerce. Mais plus concrètement, est-ce que votre secteur a été plus touché que d'autres ou bien quels sont les segments qui ont été le plus touchés par la pandémie, par la baisse générale de consommation qui a été remarquée un peu partout au Maroc, ne serait-ce si on prend un seul critère, c'est la baisse des importations qui a été assez importante. Tout à fait. Tout à fait. Bien entendu, la crise, encore une fois, dans l'agenda des trois phases de la découverte, de la compréhension, de la continuité, a connu aussi des indicateurs par rapport à chacune des phases. Si je prends sur la première phase de la découverte, qui a pris, à mon sens, plus de 4 mois, nous avons eu un premier impact, bien entendu, que nous connaissons parfaitement bien, c'est l'effritement du pouvoir d'achat. L'effritement du pouvoir d'achat est venu, et à la conséquence malheureuse de l'arrêt d'activité d'un ensemble de secteurs d'activité qui étaient générateurs de revenus et qui, bien entendu, un ensemble de foyers, beaucoup de secteurs d'activité se sont retrouvés avec une réduction drastique de leurs revenus et par conséquent de leur pouvoir d'achat. Donc, le premier élément, bien entendu, que nous avons tous mesuré, c'est la réduction du pouvoir d'achat et par conséquent, la conséquence sur le panier moyen du consommateur. Le deuxième phénomène donc, que nous avons mesuré, c'est que du fait qu'il y a eu une réduction du pouvoir d'achat, donc par conséquent, il y a un niveau de cash flow qui s'est largement réduit au niveau du marché, cela a entraîné automatiquement un effritement du fonds de roulement des différents commerçants avec qui nous travaillons au quotidien. Mais pour cela, je reviendrai plus tard sur les différentes mesures que nous avions proposées pour pouvoir les accompagner sur la stabilisation et la restructuration du fonds de roulement. La troisième phase aujourd'hui, c'est qu'il y a une stabilisation. Nous sommes toujours en perte de vitesse, c'est clair. Le pouvoir d'achat continue à s'effriter, malheureusement, et on verra tout à l'heure avec nos confrères quelles sont les mesures que nous pourrions proposer pour justement réhabiliter le pouvoir d'achat. Et par conséquent, naturellement, le fonds de roulement du point de vente continue lui aussi à s'effriter, ce qui génère, bien entendu, une réduction de ses achats. Comment on le mesure au niveau micro? C'est que dans un point de vente, vous avez 3 niveaux de stock. Vous avez un niveau de stock qui est donc pour la vente au quotidien. Vous avez un deuxième niveau de stock pour faire le réassort de la vente du quotidien. Et vous avez un troisième niveau de stock qui est un stock de sécurité. Aujourd'hui, de plus en plus, nous partons sur des ventes moyennes qui baissent de plus en plus parce que le fonds de roulement ne pouvant plus suivre, donc le pouvoir d'achat ne pouvant plus suivre, donc la consommation ne pouvant plus suivre. Cela impacte automatiquement les 3 niveaux de stock qui sont au niveau du point de vente. Voilà une mesure, une action claire qui aujourd'hui impacte totalement la profession de la distribution. Il y a une quote que j'ai retenue qui était assez parlante. C'est les Marocains vivent dans une économie de subsistance. Et effectivement, avec l'aide qui a été distribuée à quasiment 6 millions de personnes, de ménages même, c'est assez significatif. En tant que représentant du secteur de la distribution, qu'est-ce que ça vous évoque
cette économie de subsistance. Est-ce que vous voyez une possibilité de développement de ce secteur-là, notamment avec le pouvoir d'achat qui est assez limité et qui finalement s'accorde bien avec la structuration du secteur qui est en très, très grande majorité, qui est dans l'informel? L'économie de subsistance est malheureusement une situation qui entraîne tout un chacun dans la précarité. Je m'excuse de le dire d'une manière aussi émotionnelle. Néanmoins, la conséquence étant l'informel, et il faut, à mon sens, tout d'abord remercier un travail qui a été fait durant la période du Covid et qui a fortement impacté notre économie. C'est le travail qui a été mené par les équipes de l'administration des douanes, notamment sur la réduction et la maîtrise des différents flux de l'informel qui proviennent de l'étranger. Parce que dans l'informel, il va falloir aussi le segmenter. Vous avez l'informel qui provient des sources d'approvisionnement de l'étranger et vous avez l'informel qui est le processus de distribution au Maroc. Ce sont deux choses qui sont complémentaires mais qu'on ne peut pas scinder. Donc d'abord, il y a un travail en amont qui a été fait qui est extrêmement stratégique. Fermeture des 2 enclaves de Ceuta et Melilla, renforcement des contrôles au niveau des Gargarat, renforcement au niveau des contrôles d'import au niveau des différents ports du royaume. Cela, naturellement, a généré, et cela nous l'avons mesuré, une très forte réduction des volumes de l'informel, qu'il soit recyclé, excusez-moi du terme, sur un circuit formel ou informel, mais l'impact était là. Maintenant, sur la partie de l'informel, bien entendu, il a été bien dit par mes collègues que cela représente 30 à 40% de notre économie. Il y a une réflexion stratégique qui a été lancée et qui, à mon sens, doit être accompagnée. Par quoi? Encore une fois, remontons aux théories économiques. Comment relancer une économie? Parce que l'informel, encore une fois, n'est que la conséquence d'une précarité et la conséquence d'un vide, un vide d'environnement ou un vide d'accompagnement ou un vide de mesure. Si nous remontons aux théories, notamment l'une des dernières qui a encore fait foi jusqu'à aujourd'hui chez nous, c'est la théorie de Keynes, pour la relance de l'économie ou à travers l'investissement ou à travers la consommation, et réellement dans le sujet. Si nous partons sur la première branche, qui est la relance de l'investissement, et pour la corréler avec l'informel, toujours avec un atterrissage qui est l'informel. Aujourd'hui, l'investissement public est au rendez-vous. Il a été dit que nous avons plus de 50%, nous représentons 50% des dépenses par rapport au PIB dans l'investissement public, mais malheureusement, la création de valeur ne suit pas. Mais encore faut-il qu'on se mette devant une question existentielle. Nous n'allons pas éternellement attendre que l'État mette en place les outils nécessaires de la relance économique. L'État a fait son rôle de mettre en place les infrastructures de relance, dont les ports, l'infrastructure aéroportuaire, routes, zones industrielles, environnement fiscal, environnement légal, environnement du droit du travail et la RERDELIC. Maintenant, c'est derrière que tout un chacun d'investisseurs doit se mettre donc dans ce processus d'accompagnement et donc de convertir cet investissement macro et public vers une création de valeur, donc qui devrait générer une création d'emplois et par conséquent réduire l'informel pour le sortir de la précarité et de le remettre sur le radar de la vie quotidienne. Alors, le premier élément, et on peut rentrer dans le détail de chacun des maillons de la discussion, de tout le processus d'investissement public qui a été mis en place sur la partie de l'infrastructure jusqu'à la conséquence de l'investissement, et on peut rentrer dans chacun des maillons. Certains, justement, raccordent cette infrastructure qui a été mise en place, notamment le réseau des autoroutes, avec l'explosion de l'informel, notamment en facilitant l'acheminement des produits, notamment de contrebande de l'Est et du Nord vers les principaux centres de consommation. C'est-à-dire que la problématique de l'informel, elle est beaucoup plus complexe qu'un simple problème d'infrastructure. Le raisonnement n'est pas binaire. C'est l'infrastructure qui va générer l'investissement, qui va générer la réduction de l'informel. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Parce que, permettez-moi juste d'apporter un point sur ce que vous venez de dire.
la contrebande pour vivre dans un secteur qui est extrêmement sensible au marché parallèle, la contrebande a été éradiquée et ça, les chiffres sont là et les actions sont là et les mesures sont là et l'accompagnement est là. Donc, ce n'est plus aujourd'hui un souci de discussion qui est la contrebande. Mais par contre, c'est la conversion du secteur informel et de le ramener vers le formel. C'est ça le grand débat. Le grand débat, donc on dit si pour le ramener vers le formel, donc il faut de la création d'emplois. Et la création d'emplois pour ramener tout un chacun vers le radar du formel. Si la création d'emplois n'est pas au rendez-vous, il faut aller vers une restructuration et un accompagnement de l'informel. Un accompagnement à travers éventuellement un package ou un ensemble d'actions incitatives. Probablement que partir sur une incitation sociale, peut-être une manière de sortir l'informel et de ramener vers le formel. Une incentive ou un accompagnement sanitaire sur des éléments sanitaires vers la couverture sociale. Ça peut être aussi un élément qui peut le ramener vers le formel. Un environnement fiscal réaménagé. On peut aller du formel, de l'informel vers le formel. L'organisation physique des secteurs ou de la distribution informelle et de la ramener vers le formel par des zones d'activité logistique de moindre taille que le besoin d'un logisticien pour pouvoir les regrouper dans un environnement de travail qui peut créer de la valeur. Il y a des leviers pour pouvoir le faire, mais encore faut-il que tout l'orchestre, je dirais, de tous les maillons peuvent être mis en place. Le premier orchestre, c'est l'incitation à l'investissement, ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a un mot d'ordre qui est la préférence nationale au détriment de l'importation, accompagné par les mesures de la Caisse centrale de garantie, la révision des taux de base au niveau des banques, les signatures de conventions et la réelle. Mais ça reste un début, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il a été ciblé des gros projets, mais malheureusement, il y a d'autres projets qui constituent la base de notre investissement, qui est la TPE et la petite PME. Aujourd'hui, ce sont deux secteurs, deux vecteurs de création d'emplois qui ne sont pas dans les radars de l'incitation. Le deuxième élément, c'est sur la partie de l'informel en tant que secteur, de le réhabiliter pour le ramener vers le radar du formel à travers 3 ou 4 leviers qui peuvent faire l'objet de discussions aujourd'hui ou dans un autre webinaire, donc sur une partie ou sociale, ou sanitaire, ou fiscale, ou d'environnement logistique, sur lesquels donc ils peuvent être domiciliés pour pouvoir commencer à commercer d'une manière beaucoup plus formelle dans le cadre des règles fiscales, sociales et légales de notre royaume. Le temps est en train de filer. Je vais revenir à Siwajeh. Je voulais vous poser une question en fait de la garantie. Vous avez perdu Sil Harache et on passe directement à Siwajeh Sbehi. Justement par rapport à ce plan qui a été annoncé par le ministère de l'industrie par rapport à la substitution aux importations, l'industrialisation par substitution aux importations. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher vu la configuration un peu de ce qu'importe le Maroc, de ce qui se vend au Maroc? Quand on regarde les niveaux d'importation, par exemple, elles sont 2 fois supérieures au niveau d'exportation. Le ministère table sur 34 milliards de substitution, ça fait quelque chose comme moins d'un tiers des importations. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne stratégie de relance? Tout levier provenant de l'investissement, qu'il s'agisse du public ou du privé, est un levier, certes, qui va générer de la croissance. La mesure prise par le ministère de l'Industrie, notamment pour répondre à la vision stratégique de la préférence nationale, en mettant en place un ensemble de conventions qui auraient généré, selon ce que vous venez de dire, 64 milliards de dirhams d'investissement, plus un certain nombre d'emplois à l'avenir, sont des mesures importantes, mais non complètes. Je m'explique si vous le permettez. Ce style d'investissement sont des investissements qui peuvent être considérés comme des formes de locomotives pour tirer des secteurs d'activité vers le haut, vu la loi des grands nombres de l'investissement. Mais moi, j'irai vers 2 éléments majeurs complémentaires avec modestie.
qui pourraient peut-être faire l'objet de réflexion. Tout d'abord, qu'en est-il de la TPE et de la PME qui représentent le plus gros tissu industriel du Maroc et fortement contributrice en termes d'emploi, aujourd'hui complètement écartée de ce processus d'avantage? Et deuxième élément, le rôle des régions. Permettez-moi de poser une question qui va nous remettre dans les années 80. Dans les années 80, il y avait ce qu'on appelle le code d'investissement. Dans le code d'investissement, il y avait 4 régions majeures, de la 1 à la 4, et chacune naturellement adossée et porteuse d'un ensemble d'avantages permettant aux investisseurs soit de créer de l'emploi, soit de se développer, soit de sédentariser les populations. Et ces avantages allaient d'une exonération totale de l'IS jusqu'à une contribution sur les frais d'enregistrement des terrains en zone industrielle. Aujourd'hui, je pense que le gros de la réflexion doit aller justement vers le rôle des régions. Car si les grands investisseurs vont vers les centres de consommation et naturellement vers les zones proches de l'infrastructure portuaire, le Grand Casablanca, le Grand Agadir, le Grand Safi, El Jadida, Tanger Med et la Revdelik, quel est le sort des zones qui restent en arrière-plan? Pourquoi aujourd'hui, quand on va aller travailler la chaîne de la logistique, et je m'aligne sur ce que dit Sénanfel, la logistique coûte cher, quand vous voulez compléter la chaîne de distribution de votre activité et par conséquent compléter la chaîne de logistique au niveau du territoire, en dehors des zones portuaires, des zones de littoral, où il y a une très forte concentration des opérateurs de logistique, sortez de 300 à 400 km de la ville de Casablanca et voyons s'il y a une plateforme logistique. Mais quand vous allez vers ce métier-là pour pouvoir le développer, tout d'abord, il y a une incompréhension du concept de la logistique. Deuxième élément, il est exclu, ce concept, des cahiers de charges de certains aménageurs, parce qu'il est associé à non-création d'emplois, non-création de valeur, parce que la mise en place d'une cartographie de logistique complémentaire génère d'une manière directe et de l'emploi et indirectement le markup. Automatiquement, vous réduisez votre coût logistique, qui est répercuté sur le consommateur, qui par conséquent va aller générer une consommation additionnelle. Donc, aujourd'hui, la problématique est à ce niveau-là. Nous avons certes un excellent levier qui est donc la préférence nationale avec d'excellents investissements, une banque d'idées extrêmement brillantissime et correctement structurée, mais le plus gros du maillage et le plus gros du portefeuille créateur d'emplois et de valeur n'est pas aujourd'hui pris en compte. Et je vais vers la TPE et la PME et aussi vers la partie foncière qui peut être aussi un fait générateur de création de valeur. Le tout naturellement associé au rôle des régions. Quand vous vous présentez à une région pour aller mettre en place un investissement régional, eh bien vous avez une chance sur 2 de prendre en charge la globalité de votre investissement. Alors que si nous remontons sur des textes de loi des années 80, il y avait un code d'investissement qui permettait aux régions de mettre en œuvre leurs atouts et que par conséquent d'accompagner l'investisseur sur des réaménagements de l'environnement fiscal.